Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Étienne Roy. Donc, je suis senior manager chez Orange Consulting. Et je vais vous parler donc d'un sujet au croisement de l'industrie 4.0, des usages et les apports de la connectivité, et notamment une des connectivités qui est en train d'arriver, qui s'appelle la 5G. Alors, rapidement, senior manager chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis honneur d'une proposition de valeur. Personnellement, c'est autour de l'industrie 4.0. Et chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis aussi bien en production chez mes clients que en communication, donc comme un salon comme celui-ci, ou en avant-vente. On n'a pas de commerciaux dédiés, on n'a pas de personnes qui vendent et d'autres qui doivent se débrouiller pour réussir. Les consultants font l'ensemble de la chaîne, la relation client, l'avant-vente et la réalisation. Et c'est important pour la réalité. Et juste, donc Orange, nous sommes une filiale d'Orange, mais nous sommes donc adossés au groupe Orange, mais nous ne sommes pas complètement Orange et je ne suis pas là pour vous vendre des produits Orange. Donc, juste pour revenir un petit peu, je ne vais pas forcément vous raconter qu'est-ce que c'est que la disruption digitale, qu'est-ce que c'est que le digital. Je pense que vous en avez eu suffisamment. Moi, je vais partir juste de quelques éléments parce que ça va me servir pour la suite. On peut dire que l'Internet mobile a démarré vers 2004, l'arrivée de la 3G. J'y reviendrai puisqu'on va parler aussi un petit peu de 5G derrière. L'arrivée de la 3G, il y avait des téléphones qui savaient faire de la data. Il y avait des camphones aussi, Nokia, qui étaient connus. Il y avait des Palm Pilot. Il y avait beaucoup de choses. Personnellement, moi, j'étais un peu geek. J'avais, avant, dès 2004-2005, un téléphone, je me souviens plus de la marque, ce n'est pas le problème, qui savait faire de la data, qui avait besoin d'un stylet pour pouvoir réussir à voir mes emails. C'était déjà novateur, mais c'est pas encore là qu'est démarré une révolution. Où est-ce que ça a démarré? Tout le monde le sait, tout le monde le dit. 2007, arrivée de l'iPhone, le premier, le nouveau. Et ça a basculé. Alors volontairement, j'ai mis une image qui n'est pas une image d'iPhone. Et qu'est-ce qui a été différent? Pourquoi est-ce qu'on a tout changé? Un des éléments qui est arrivé, c'est l'expérience. C'est le design, c'est l'ergonomie, c'est l'interface, c'est la simplicité, c'est la manière dont les choses, l'interaction a commencé à être pensée différemment. Alors j'ai choisi cette image volontairement parce que on a basculé complètement à la fois dans la manière de penser et dans la manière d'accompagner ses clients ou ses utilisateurs. Avant, on pensait produit. Désormais, on pense expérience et usage. On pense un ensemble d'interactions unitaires, comme ces coups de pelle qu'on doit mettre quand on fait du kayak. On ne pense pas uniquement un produit à vendre. Un des exemples les plus faciles et les plus utilisés pour rappeler qu'est-ce que c'est que cette pensée UX, l'expérience, c'est les fameux stands 2 secondes de Decathlon, où on a repensé l'usage, on a repensé qu'est-ce que les gens veulent et quels sont les problèmes et les pain points des gens. Les gens, ils en ont marre de passer une demi-heure avec des problèmes familiaux pour savoir qui a mal monté la tente. Les gens, ils veulent dormir sous la tente. Bon. Et donc voilà. Et la relation client évolue. Elle évolue en ce sens qu'avec l'arrivée de ces nouveaux usages, on va les intégrer. On va co-construire avec eux, ce terme co-construction est très récent, mais relativement maintenant. On va travailler avec eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vivre et qu'est-ce qu'ils ne veulent plus vivre. La relation client évolue, la manière de penser l'interaction avec le client ou les utilisateurs évolue, y compris dans le retail. Et c'est là qu'en est une des choses qu'on a appelée la transformation digitale, mais là n'est pas le fond du problème. Au démarrage, ça a été l'apanage de toutes les entreprises, on va dire, du monde d'Internet, non réel. Maintenant, on parle beaucoup des GAFA, ces géants de l'économie du numérique qui ont changé la manière dont on faisait du business sur le web. Donc voilà, l'expérience, pardon. Ça n'est pas tout. Cette propagation de l'Internet mobile a eu des conséquences plus loin.
je ne vais pas vous réexpliquer qui a disrupté la vente de DVD en ligne, qui a disrupté les taxis, les hôtels, ou même les voitures qu'on peut mettre un peu dans le même niveau quand on pense à Tesla, les fameux Natu. Ils ont réussi à penser l'usage. Ils ont appliqué ce qui n'était que virtuel avant au monde du réel. Le digital a pénétré tous les pans de l'économie, tous les secteurs. A priori, ces secteurs, en particulier les taxis, parce que ça fait beaucoup de réfractions, mais aussi un peu l'hôtellerie, ne pensaient pas que le monde digital pouvait rentrer dans leur précaré, ce qui est faux. Quand on pense à l'usage, quand on pense à l'utilisateur et à l'expérience qu'il veut vivre, eh bien, on peut lui proposer une nouvelle expérience, une nouvelle manière d'appréhender les choses. Et j'en arrive un peu à mon titre, et l'industrie dans tout ça. Parce que l'industrie, pour l'instant, pas vraiment disruptée en tant que telle. Ça va peut-être arriver. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé écouter Stéphane Mallard ou Luc Julia tout à l'heure. Ils ont dit qu'il faut tout le monde se disrupte. Tout le monde doit trouver la manière de se rendre obsolescent. Le fait est que, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit l'agriculture ou l'industrie, ce n'est pas encore en tant que tel disrupté. Parce qu'on a toujours besoin de ce qu'ils produisent. Il n'y a plus beaucoup de valeur ajoutée. La marge baisse, mais ces choses continuent à exister. En revanche, ce qu'attendent les clients en termes de produits change. On veut notamment de la personnalisation. On veut que les choses soient faites près de chez nous, potentiellement des emplois. Donc, il y a beaucoup de manières dont les choses changent quand même autour de l'industrie. Et quand je dis que les gens veulent de la personnalisation, ça veut dire que potentiellement, sur ma fabrication, il faut que je fasse plusieurs fabrications. Et donc, les humains qui continuent à travailler, notamment dans les industries, ils seront toujours là. Le digital ne va pas spécialement changer leur travail. Enfin, s'il va le changer, mais il ne va pas le retirer. Pourquoi ? S'il avait pu être retiré par une machine, il l'aurait déjà été fait. En revanche, son métier se complexifie. Il doit faire plusieurs choses dans une même journée. C'est de plus en plus dur. Il y en a qui parlent de charge mentale pour l'opérateur parce qu'il doit se souvenir de plus en plus de fiches consignes sur une même journée et parfois ça produit des erreurs. Dans l'industrie, je ne sais pas si vous êtes allé écouter la conférence de Jean-Christophe et de Orange Cyberdéfense ce matin. L'industrie, on pense au temps long, on pense au temps très long. Une machine-outil, ça se coûte parfois en millions. On l'investit sur 30 ans, parfois plus, minimum 20. Et donc, ça fait quelques années que potentiellement, les choses n'ont pas tant que ça évolué. Mais aujourd'hui, les outils, les manières de faire que l'on appelle digital sont en train de rentrer dans l'usine. Tout ce que vous avez pu entendre dans cette belle journée des différentes startups formations est en train d'arriver dans le monde de production industrielle. Là où les directeurs d'usine, il y a 5 ans, refusaient encore qu'un téléphone puisse rentrer, qu'une interaction tactile puisse arriver dans un espace de fabrication, parce que les gens risquaient de ne plus faire attention à ce qu'il y a autour et de provoquer des incidents, voire pire, maintenant sont ouverts à ça. Pourquoi ? Donc, je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi ce qu'on appelle l'industrie 4.0. On aime bien mettre des numéros depuis le web de zéro, depuis justement la grande révolution du web. Maintenant, donc, on s'est mis a posteriori qu'il y avait eu 2, 3, et donc maintenant c'est la 4e, l'arrivée du digital. Soit. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Je ne sais pas si vous en avez déjà un tout petit peu entendu parler ou touché du doigt, mais on a beaucoup de sujets qui sont rentrés autour de tout ce qui est industrie digitale. J'en ai mis quelques-uns ici. Pour exemple, on a, alors je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais on a beaucoup de sujets. Je ne vais pas forcément donner mon avis sur chacun parce que parfois le contexte est plus important que la solution en elle-même. Mais réalité virtuelle et augmentée, on en parle beaucoup, y compris dans l'usine. Il y a beaucoup de gens qui parlent de casques de réalité virtuelle pour potentiellement interagir ou de réalité augmentée pour faire de la maintenance. Il y a des cas où cela est très intéressant. Il y a des cas où il y a des gens qui n'ont fait que des salons et qui survendent quelque chose qui n'est pas vivable au jour le jour. Vous avez tous essayé, je pense, un casque Oculus ou équivalent. Au bout d'1 heure, ça commence à fatiguer.
Il n'est pas concevable de proposer à un être humain de porter ce casque pendant une journée de 8 heures. En tout cas, en l'état actuel des technologies. Donc la réalité virtuelle, oui, mais pas pour tous les cas d'usage. La maintenance prédictive. Dans l'industrie, la maintenance, les arrêts de machines provoquent des pertes d'efficacité qui peuvent être compliquées à gérer. Tout ce que l'on peut réussir à maintenir, à éviter comme arrêt, c'est important. Je ne vais pas revenir sur la sécurité. Référez-vous, parce que je crois qu'elle a été filmée aussi à la conférence de mes collègues de cyberdéfense de ce matin, sur d'où viennent les attaques, pourquoi et comment. Un élément central, la data. Tout le monde sait que la data est le fuel de, au minimum, cette décennie et les quelques-unes à venir. On ne parlera pas de Facebook. C'est vrai aussi, désormais, pour améliorer, optimiser la production industrielle. La data, on peut la créer. Un certain nombre de gens parlent d'IoT ou de IIoT pour Industrial IoT. On va créer de la data grâce à des capteurs, grâce à des machines, grâce à des machines communicantes. Je vais peut-être en reparler un tout petit peu après si ça vous intéresse aussi. La localisation. Le tracking d'objets, de matières, que ce soit dans l'usine, est quelque chose qu'on ne savait pas forcément très bien faire avant. On va pouvoir en parler un tout petit peu. Un point par rapport à tout ça, le digital dans l'usine n'apporte de la valeur que par rapport à son usage. On ne peut pas imaginer de techno-push dans un espace industriel. Cela n'apportera rien et cela ne marchera pas. J'ai quelques beaux exemples aussi, on pourra en discuter après, d'échecs et de sujets qui ont été amenés un peu trop en techno-push qui finalement n'ont pas du tout pris. Donc voilà, comme le disait justement Luc Julia dans la grande salle il y a 1 heure ou à peu près, le digital et toutes ces choses-là, ce sont des outils. Les outils, ils sont là en tant qu'aide à l'humain. Si on perd cette dimension, on perdra son intérêt et ça ne marchera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter quelques exemples un peu plus concrets d'outils digital dans un espace industriel. Il y a un héros dont je ne vais pas beaucoup parler, on essaiera d'en reparler un petit peu après, au global. Alors, par exemple, dans une usine qui va faire de l'emballage de cosmétiques, notamment des shampoings, quand on va commencer à analyser les erreurs, pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes de production, une des erreurs qui arrive, c'est que l'opérateur n'a pas monté la bonne bobine d'étiquette, qui ne sont pas imprimées par le cosméticien, sur la production. Et rien ne ressemble plus à une étiquette de bouteille de shampoing et une bouteille de shampoing que l'étiquette de la même gamme avec un parfum différent ou une senteur différente. C'est dommage. Parce que si les clients ensuite vont acheter un shampoing dont l'étiquette n'est pas cohérente avec ce qu'il y a dedans, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a été fait? C'est un cas tout simple. On a imaginé de rajouter une puce RFID pour que la bobine d'étiquette ait un nom digital, ait une identité digitale qu'il puisse discuter avec la chaîne industrielle. À ce moment-là, ça a fait un bakayoke digital, c'est-à-dire un anti-erreur. La chaîne, au moment où je monte mon rouleau d'étiquette, dit non, c'est pas cohérent avec ce qui est en train d'être fabriqué. Encore faut-il aller appliquer la puce RFID sur la bobine. Et là, on retombe dans toutes les problématiques de coopération. Le meilleur endroit pour aller mettre la puce et ne pas faire d'erreur, c'est au moment de l'impression. Donc, cet industriel a discuté avec son fournisseur de partager une manière d'encoder les puces. Et comme ça, la puce est mise directement par la machine qui a imprimé l'étiquette et elle est lisible par le client en pied de chaîne au moment de la montée. Et puis, il y a eu encore des choses qui ont été gagnées grâce à ça, parce qu'une fois que ça a été mis en place, c'est bête, mais c'est génial, ils ont divisé par plus de 4 le temps de déchargement d'un camion pour faire l'inventaire de ce qui avait été livré. Ce n'était pas prévu au démarrage, mais ça a en plus ajouté ça. Un petit exemple tout bête, là où le digital peut créer
Donc là, c'est la carte d'identité de quelque chose. Et quand on commence à regarder autour d'une petite puce RFID sur, là j'ai pris une étiquette, on peut l'étendre à l'ensemble de l'inventaire ou à des outillages ou à beaucoup de choses. D'un point de vue digital, on a créé une représentation digitale, un numéro, qui fait que cet objet qui n'existait pas avant, à part dans l'ERP en tant qu'un numéro de série potentiellement livré, l'objet devient communicant entre guillemets digitalement. Un autre cas c'est, pour aller un peu plus loin, chez un acteur de l'aéronautique. Il faut savoir qu'un hangar dans lequel on répare ou on construit des avions ou des pièces d'avion, ça peut faire comment s'appelle, jusqu'à 7 terrains de football. Donc là, la personne en question auquel je pense, 55 000 m², l'équivalent de 7 terrains de football côte à côte. C'est normal, on met un avion dedans. Maintenant, quand on connaît le coût de maintien au sol d'un avion à l'heure, qui se compte en centaines de milliers d'euros parfois, en fonction des aéroports, c'est pas anodin. Et quand la personne ne trouve plus son marteau, sa visseuse ou autre outil dont il a besoin, c'est dommage, mais le quart d'heure qui passe, voire plus, à parcourir ces 7 terrains de football, c'est peut-être bien pour sa santé, mais c'est pas bien pour le temps de maintien de l'avion dans le hangar. Donc, il a été décidé de tester des solutions de localisation. Ça paraît relativement simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Un hangar, c'est du métal. En termes d'ondes, c'est pas si simple que ça. Donc, il a été testé, le principe des POC, pour trouver qu'est-ce qui marche pas. Des puces RFID, j'en ai parlé juste avant, ben non, ça ne fonctionne pas. De l'ultra-wideband, qui est une solution de très haute, comment ça s'appelle, une peu différente interférence, beaucoup trop cher par rapport à la taille. Et la solution qui a été choisie dans ce cas-là particulièrement, c'est le BLE, le Bluetooth Low Energy, qui a permis de localiser de manière suffisamment fiable, parce que 5 mètres, ça suffit, pour savoir dans quelle zone est présente mon outillage. Qu'est-ce que je peux voir? Ah oui, d'autres comme exemple, on va aller aussi créer de la data. Je vous l'ai dit, la data est importante. Donc déjà, on va essayer de récupérer l'ensemble des données qu'on peut avoir, que ce soit en se branchant directement sur les automates ou les PLC ou les SCADA, ou en rajoutant des capteurs de type IoT. Ces données, on va les emmener. Il y a une problématique organisationnelle dans ce cas-là, pour ceux qui connaissent un peu l'industrie. Que ce soit les automates, les PLC, c'est dans le monde opérationnel de l'OT. L'entrepôt de données en général est côté IT. Les entités OT et IT ne discutent pas toujours très bien ensemble, voire pas du tout. Et donc, il y a des problèmes organisationnels en amont de manière à pouvoir capter l'ensemble de la donnée nécessaire. Ensuite, une fois qu'on a toutes les données nécessaires dans un entrepôt de données, dans les systèmes cloud classiques que l'on peut connaître, on peut imaginer plein de choses. Ce n'est pas mon propos. On a des cas et des cas chez l'ensemble des personnes qu'on a ici et ailleurs dans tous les salons. Vous en verrez beaucoup. La donnée permet de faire l'équivalent de Facebook pour les process industriels. Un dernier petit exemple, avant de passer à la suite. Un autre Bakayoko, un autre anti-erreur. Dans une usine, on a fait un petit audit pour aller chercher un peu de en quoi le digital pouvait améliorer la vie dans l'usine et améliorer la production. C'est un grand classique. Il y a des erreurs de mauvais produits qui sont chargés en pied de chaîne. Encore une nouvelle fois. Mais là, ce coup-ci, on peut les repérer. Et on parle de big bags de 1 tonne. Donc, ce n'est pas la même chose que sur mes étiquettes de shampoing. Mais le RFID peut être intéressant à moyen terme. Le point à vérifier n'est pas exactement là. Donc on a fait une première expérimentation en utilisant ce qui existait déjà. Il y avait des codes barres présents sur les étiquettes, sur les matières premières, et des codes barres sur l'ordre de fabrication. On a monté un tout petit outil Android, mais lecteur de code barres. On a mis une petite application dans le cloud pour pouvoir tester. De pouvoir juste, mais vraiment basiquement, scanner l'ordre de fabrication, scanner un code barre qu'on a créé pour mettre sur la chaîne pour vérifier le lieu, scanner le produit et regarder si le triptyque est cohérent ou non pour dire vert ou rouge. Ça, c'est l'idée de base trouvée dans les bureaux.
Le directeur d'usine était tout content. Il a dit go, go, go. La seule chose, c'est qu'on a fait les choses un tout petit peu différemment parce qu'on a travaillé aussi avec des ateliers de créativité de type design thinking avec les opérateurs sur le terrain avec eux. Et eux, donc moi je peux vous dire ce qui aurait pu se passer si on avait juste fait ce que je viens de vous dire, parce qu'on a déjà vu à d'autres endroits. Les gens, ils auraient laissé le lecteur de code barre au bout de l'espace, ils l'auraient utilisé quand il y a quelqu'un qui vient les regarder pour regarder si ça marche. Il l'aurait utilisé quand le chef d'équipe ou quand le directeur d'usine est dans le coin, mais sinon la nuit ou quand ils sont à la bourre, ils ne vont pas s'embêter à faire une action de plus qui va leur donner vert, parce qu'eux, ils savent bien reconnaître les trucs. Ils ne font jamais d'erreur, bien sûr. Les erreurs, c'est toujours les autres. En revanche, quand on est allé observer et discuter avec ces personnes, et là je reviens à ce que je vous expliquais un peu au début, tout ce qui est user experience et tout ce qu'on a appris sur le monde du digital. Je suis venu avec un designer dans l'espace de travail et on a créé des personas. La même chose que ce que font les marketeurs grand public quand ils vont créer une application mobile. Et donc j'ai mon opérateur junior, qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, mon senior, mon logisticien, et j'en passe. J'ai modélisé mon usine, les process, et j'ai créé des customer journées, exactement les mêmes que celles que l'on peut faire sur le net. Et j'ai noté ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien, et l'ensemble des frustrations. Et on a identifié, c'est pas moi, hein, c'est la designer, un certain nombre de frustrations sur lesquelles on pouvait potentiellement influencer. Et qu'est-ce qui se passe physiquement ? Une fois que la personne a emmené avec son chariot le sac d'une tonne en pied de chaîne, mais il va ressortir la feuille de l'ordre de fabrication. Il va aller lire sur l'étiquette le numéro de lot, parce que ça, c'était pas processé. Il va le noter à la main dans son stylo sur sa feuille, avec problème d'enlever le gant, retrouver le stylo, et la personne qui va le remettre dans le ERP derrière, qui n'arrive pas à lire, et des problèmes d'inventaire, et j'en passe. Alors l'outil qu'on a fait, on n'avait pas fait 3 scans, on en a fait 4. Le 4e, c'est le numéro de lot qui était aussi en code barre. Et une fois que mon appareil me met vert, que tout est bon, il a appuyé sur le dernier bouton, ça lui met sur la petite imprimante Bluetooth juste à côté l'ensemble des produits avec le numéro de lot bien écrit qu'il a juste à coller sur son ordre de fabrication. Ben là, comme j'ai emmené une vraie réponse à une frustration concrète terrain, l'adoption, elle a été à 90%. Quand ça ne marche pas, on ne le laisse pas. C'est intéressant, j'y gagne quelque chose. On est en train, ce que je vous disais tout à l'heure, de parler d'outils pour les humains. Les outils pour les humains, ils ne se décident pas uniquement dans les salons ou dans les bureaux avec les cols blancs. On est bien en train d'essayer de travailler quelque chose pour eux. Voilà, donc quelques petits exemples, histoire d'illustrer un peu le propos. Il y en a beaucoup d'autres autour de tout ce qui est formation, autour de tout ce qui est réalité virtuelle augmentée. Il y a plein d'expériences qui sont très bonnes. Vous avez peut-être aussi entendu parler de cobotique, donc ces robots qui ne sont plus dangereux, qu'on met plus en cage, mais qui viennent aider les humains, qui viennent alléger les tâches lourdes. C'est important parce que on a un certain nombre d'endroits où les ouvriers qualifiés, on a du mal à en attraper. Le recrutement est compliqué. Et une tâche lourde que les gens de plus de 35 ans ou plus de 40 ans ont du mal à faire, avec un robot qui emmène toute la lourdeur, on peut de fait l'ouvrir à d'autres personnes et pour aider la formation quand on a de nouvelles personnes. Voilà, bon, quelques mots-clés autour de tout ce qui est industrie digitale. La question, c'est qui est mon héros dont je n'ai pas parlé ? La connectivité. Tout ce que je viens de vous raconter ne pourrait pas fonctionner si je n'ai pas de la connectivité. J'ai mis que les connectivités radio ici, mais il y a aussi les fils. Hein. Notamment dans beaucoup d'industries, toutes les machines sont reliées avec des fils LAN classiques. Mais sans connectivité, le digital, il ne fonctionne pas. Votre téléphone, quand il est en mode avion, et on ne reçoit pas les notifications. Et ben c'est la même chose. Quand on peut imaginer un super dashboard DataVis au goût du jour pour le gestionnaire de chaîne qui va avoir l'ensemble des données de l'ERP ou n'importe quoi, si on passe dans une zone qui est non couverte, parce que mon entrepôt est en métal, par exemple, ben je n'aurai pas mon dashboard, je n'aurai rien. Et je ne dis pas ça uniquement parce que la maison mère s'appelle Orange. Hein. C'est vrai dans le concret. C'est des problèmes que l'ensemble des personnes qui testent l'industrie digitale rencontrent régulièrement dès que le campus est un peu grand. Donc voilà, par exemple, sur les exemples que je vous ai montrés et quelques autres, les types de connectivité qui peuvent aider.
Et quand on va regarder donc celle qui est en train d'arriver, celle qui fait beaucoup parler d'elle, qui fait beaucoup de bruit, et sur lequel donc, je vous avais proposé de parler un petit peu, c'est bien évidemment la 5G. Donc maintenant, je vais vous parler un tout petit peu plus de la 5G, de la manière dont elle a été pensée, et en quoi ça va être un réel support pour certains de ces usages que l'on est en train d'imaginer autour de l'industrie digitale. Je dis bien certains, pas tous, et il y a beaucoup de ces usages que l'on peut faire avec d'autres connectivités. Il ne faut pas penser qu'il faut attendre la 5G pour tout faire. Il y a des choses que l'on peut faire déjà maintenant. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas faire de techno-push. On parle d'outils pour les humains, et donc il faut aller travailler avec les humains dès à présent, même en mode non connecté, et histoire de créer quelque chose qui ait de la valeur pour eux et créer l'adoption. Alors, la 5e génération, pourquoi, comment? Pourquoi est-ce que dans l'ensemble de la presse spécialisée, on en parle autant comme étant autant différente, alors que la 4G, on a parlé surtout du débit. En fait, la première génération de mobile, c'était du point à point. On avait des téléphones et c'était orienté voix. La 2G a ramené de la data en plus, mais globalement, c'était petit et c'était pour faire de la voix. La 3G a changé énormément la manière d'appréhender les choses et a vu éclore l'ensemble des applications que l'on a mis par-dessus, au-dessus des téléphones. La 4G est assez proche de la 3G en termes d'infrastructure réseau, en termes de manière dont ça a été pensé. La 5G a été pensée complètement différemment. Elle a été pensée pour que potentiellement tout le monde discute avec tout le monde, pas forcément au travers des antennes. Ou en tout cas, toujours à travers des antennes, mais pas forcément en remontée jusqu'au central. Elle a été pensée pour le monde de demain, avec des milliards de données, et donc besoin d'un débit qui soit cohérent, avec des objets qui veulent communiquer avec leur écosystème qu'ils ne connaissent pas forcément a priori, et avec de la latence qui supporte le monde tel qu'on l'imagine. Alors, le 3GPP, donc l'organisme qui est en cours de normalisation sur la 5G, a découpé ses capacités sur 3 grands axes. Ici, on a tout ce qu'il y a Massive IoT. Vous savez très bien, quand vous arrivez dans une zone qui est blindée de monde, votre téléphone y capte à 3 ou 4 sur 5, mais vous n'arrivez pas à attraper la porteuse et vous n'arrivez pas à passer un appel ou à recevoir Internet. Donc, être capable de connecter beaucoup d'éléments communicants, c'est quelque chose d'important. Du débit qui s'accroît. Pour l'instant, on n'est pas sûr d'aller rentrer jusqu'au bout du débit qu'on peut être amené à proposer, mais on connaît le monde. Petit à petit, ça va finir par arriver. Et puis, enfin, du temps réel. Du vrai temps réel à basse latence. Parce que, alors, on n'y est pas encore, hein, je vous rassure, mais quand on commence à parler d'opérations à distance, quand on commence à parler de dialogue machine à machine, et pour qu'il y ait une réaction directement un peu plus loin sur la chaîne, on reste dans l'industrie, dans un temps inférieur à 10 millisecondes, on parle de très basse latence. C'est valable aussi pour les véhicules autonomes. C'est une des choses qu'on a présentées, entre autres, il n'y a pas longtemps à Barcelone. Quand je prends un petit AGV qui se balade et qui est coincé, parce que au hasard, quelqu'un a posé une caisse sur son chemin et donc il ne peut pas passer, il n'a pas le droit de tout seul décider de sortir du chemin obligatoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'humain. On ne peut pas prendre le risque de le contrôler à distance? Parce que si jamais, au moment où je freine parce qu'il y a quelqu'un qui traverse, mon paquet n'arrive pas, je percute. Accident, pas bon. Donc il y a quelqu'un qui se déplace. Donc quand on commence à penser à un AGV dans un monde où les humains existent, pour l'instant, tous les gens qui ont des AGV qui fonctionnent bien, les humains sont interdits dans la zone où les véhicules autonomes fonctionnent. Dans les villes où on commence à penser à potentiellement mettre des voitures autonomes, on se dit qu'on va interdire les autres voitures. Parce que c'est les autres voitures qui sont les plus dangereuses. Parce qu'elles ne respectent pas assez les règles et donc on ne sait pas processer. Voilà. Et puis quand on veut commencer à imaginer tout ce que vous avez vu, parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui en proposent autour de l'intelligence artificielle, comprendre un flux vidéo, comprendre de plein de manières différentes un flux vidéo. Je vais mettre plusieurs caméras 4K qui vont surveiller l'ensemble de mon espace. Et puis je vais renvoyer le flux, qui va quand même être gros, à plusieurs types d'intelligence artificielle, parce qu'on a une qui va essayer de détecter les intrusions, puis il y a l'autre qui va essayer de détecter des trucs anormaux. On va avoir plein de potentiellement d'intelligence qui vont être à différents niveaux de cloud. Il y en a qui vont être très proches, si jamais c'est critique. Il y en a qui vont être un peu plus loin, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une demi-milliseconde pour détecter qu'il y a quelqu'un qui est rentré alors qu'il ne devait pas. Détecteur du travailleur isolé.
Maintenant qu'on sait faire tout ce qu'on sait faire sur la vidéo, si je vois une personne qui est allongée par terre pendant plus de 10 secondes, à mon avis, elle n'est plus en train de chercher ses clés. On peut aller alerter à l'incident. Bon, mais il faut que ma caméra elle soit là, elle envoie le débit et que j'ai une intelligence artificielle derrière dans le cloud. Donc voilà quelques exemples de use cases qui ont été pensés par les personnes en cours de normalisation. Et donc, comme je vous le disais, ça va permettre de verticaliser les offres. On va être capable de proposer des services et des capacités de service en fonction des domaines ou de ce que l'on veut. Et il y a un dernier élément qui n'est pas pour tout de suite, hein, ne rêvez pas, qui s'appelle le slicing. On va pouvoir faire des sous-réseaux virtuels, un peu comme un VLAN, sur lequel il y aura une qualité de service différente. Donc j'ai une zone qui va être réservée pour le gros débit, mais si jamais il y a besoin d'un truc critique, bon, on peut le baisser un petit peu. J'en ai une autre réservée, je suis sûr que ça passera. Tout ça sur le même endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je ne dis pas que ce soit la connectivité du futur unique, mais on peut imaginer, dans certains cas, pour certains industriels, avoir cette connectivité qui est capable d'avoir les différents types de qualité de service dont ils peuvent avoir besoin et d'étendre le LAN d'un point de vue radio avec un échappement local. Mais là, j'entre un tout petit peu trop dans le détail, je pense. Voilà. Donc, après, ça permet de penser son campus industriel de différentes manières, avec des possibilités de transfert massif de data en fonction des besoins sur les endroits où on a besoin de débit, forcément. Avec aussi, la possibilité, avec du débit, de faire de la vraie réalité virtuelle augmentée. Faire de la réalité virtuelle ou augmentée au jour d'aujourd'hui, c'est déjà possible avec du Wi-Fi. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. En revanche, quand on va commencer à vouloir faire de la manipulation d'objets 3D dans le monde virtuel de plusieurs personnes, de plusieurs sites, et d'en avoir potentiellement plusieurs en parallèle sur mon bureau d'études, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Donc toutes ces choses-là, on peut déjà les faire aujourd'hui, mais quand on va les massifier, quand on va vraiment passer en mode industriel au sens d'un produit qui tourne avec beaucoup d'utilisateurs et pas seulement les premiers testeurs, la 5G peut être, ce ne sera pas le seul, un réel apport, un réel support à mes nouveaux métiers. Et puis, donc, on en a parlé un petit peu, mais quand on va assurer la sécurité des personnes et des biens, à ce moment-là, la latence et les flux critiques qui sont assurés de perdre de mémoire, parce que je ne suis pas sûr, moins de 1 paquet sur 1 million, eh bien, on n'a pas besoin d'envoyer 5 fois le message pour être sûr que le message va arriver et on va aller réagir. Alors, histoire de finir mon propos, la 5G, ce n'est pas encore complètement pour tout de suite, même si on en parle. Aujourd'hui, en 2019, il y a quelques villes 5G pilotes chez un certain nombre d'opérateurs partout dans le monde qui sont en train d'être montés. Mais il n'y a pas encore tout le périmètre de la 5G qui sera en place. Normalement, on aura un périmètre assez complet en 2020, mais pas encore tout. C'est-à-dire que de mémoire, on aura... Alors, je suis sûr qu'on n'aura pas le slicing et l'IoT ne sera pas encore forcément complètement là. Et le reste arrivera encore à partir de 2021, voire 2022. Ça paraît loin pour le grand public, mais quand on réfléchit sur les temps industriels, c'est demain. Donc c'est important que les usines, que les industriels réfléchissent dès aujourd'hui. Enfin, c'est important. Pour certains d'entre eux, pour qu'ils arrivent à la fin d'un cycle, c'est, en termes de délai, un bon moment pour commencer à penser la connectivité 5G, et d'où le fait qu'on en parle un petit peu ici. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc juste pour finir de nous présenter, donc Orange Consulting, on est un petit cabinet de conseil de 200 consultants. Et on est noyé dans la masse Orange, mais on n'est pas Orange. Est-ce que vous avez des questions ? Pour effectivement les industriels qui sont intéressés par la 5G, est-ce que les antennes 4G actuelles, on devra attendre qu'elles soient transformées par Orange en 5G ? Ce que je n'ai pas bien compris, c'est que vous expliquiez au début que le principe de la 5G, c'est qu'il n'y ait pas besoin de passer par un émetteur central. Mais il faut quand même attendre que la 5G soit déployée, en fait.
Alors, il va y avoir plusieurs choses. Mais oui, alors les antennes 5G, il commence à y en avoir. La radio 5G, il commence à y en avoir, mais ce n'est pas du tout sur le commerce. Donc, en avance de phase, en discutant avec Orange ou des équipementiers, on peut commencer potentiellement dès dans quelques mois. Après, le cœur réseau en lui-même, mais là on commence à rentrer un peu trop dans la technique, lui n'est pas encore prêt, arrivera encore un peu après. Donc si vous êtes un peu intéressé par ces choses-là, vous devez croiser sur la littérature le fait qu'il y ait la 5G NSA ou SA. La 5G NSA, ça veut dire non-standalone, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas tout seul et qu'il faut porter une partie des choses sur de la 4G. Donc une grande partie des tests en ce moment sont sur ce type de 5G. Ensuite, il y a un certain nombre d'antennes qui pourront évoluer vers la 5G, d'autres non. Et il faudra en construire d'autres. Mais globalement, oui, pour aller faire de la 5G, il faut être sur un endroit qui soit couvert en 5G. Ce n'est pas les mêmes chipsets. Les téléphones 4G et les téléphones 5G ne seront pas exactement les mêmes. Et notamment dans le monde industriel, il va falloir que l'ensemble des objets communicants aient une puce qui soit compatible. Ensuite, effectivement, on pourra faire beaucoup de choses sans passer par le central. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un échappement local en pied d'antenne pour avoir du cloud, pas du cloud, mais de la puissance de calcul at the edge, en bord d'antenne. Mais ça, on peut déjà le faire en 4G, dans certains cas particuliers. Donc ça pourrait déjà arriver dès maintenant. Mais c'est là où on va pouvoir faire. Et c'est là où on va pouvoir avoir des use cases très intéressants en dehors de l'industrie pour les voitures autonomes. Le fameux horizon digital, où le camion va transmettre l'image qu'il a sur sa caméra de devant en pied d'antenne super vite aux 3 voitures qu'il y a derrière, et l'ensemble des voitures voient ce qu'il y a devant. Eh bien, je vous remercie d'avoir été assidu jusqu'à la fin de cette conférence, et peut-être à tout à l'heure ou à demain.